C'est une plante, enfin, moi je la conseille. Alors, c'est pas une plante que je conseille dans les jardins, parce qu'elle est extrêmement envahissante. Il y a des rhizomes traçants, et plus vous essayez de l'enlever, plus vous en avez, parce que vous en laissez toujours un petit morceau. Donc ça, c'est vraiment l'ennemi numéro 1 du jardinier. Par contre, en termes, si vous avez la possibilité d'avoir de l'égopodes bien confiné dans un endroit, alors là, c'est du pur bonheur. Elle a un goût, cuisiner avec les pommes de terre, c'est génial. Et son nom commun, c'est quoi? L'égopode. L'égopode. Égopode. Avec un E. Égopode. Ouais. Merci. Pour le baccalauréat. Donc ça, c'est une très très bonne plante. La famille des Apiacées, la même famille de la ciguë, mais là, vous ne pouvez pas faire de confusion sous la forme. Voilà. Alors, bon, après, on va quand même passer sur quelques plantes toxiques, hein, comme vous avez parlé quand même de plantes toxiques. Donc, il faut quand même faire un petit peu attention. Bon, il y en a une qu'on trouve, surtout c'est la période, là, il y en a beaucoup, c'est l'arôme maculatum, l'arôme tacheté. Donc plantes aussi qu'on cultive aussi en ornemental, puisque vous en avez sûrement dans des litos quelque chose. Le Dieffenbachia, c'est un arôme aussi, hein, une aracée. Donc ce sont des plantes arachide d'oxalate. Donc pas toxiques au sens propre du terme, mais Dangereuse. Non. C'est-à-dire, c'est intéressant. Alors, bon, moi je ne conseille pas à tout le monde de le faire, mais vous pouvez essayer de le faire. C'est-à-dire que si vous en consommez, c'est-à-dire vous en mâchouillez un tout petit peu, vous recrachez après, vous allez avoir, là, vous sentir vraiment l'effet des raphides dans la bouche. Hein. C'est très, comment dire, ça brûle, quoi, quelque part. Et ça met quelques temps avant de disparaître, quoi. Et c'est mécanique, c'est pas chimique, quoi. Il n'y a rien de... Elle n'est pas toxique au sens qu'elle va vous empoisonner. C'est plus un aspect désagréable en fait. Désagréable, mais ça peut être mortel dans le sens que du fait que ça crée une abrasion très forte, à un moment donné, vous pouvez avoir, c'est-à-dire une inflammation, et si ça se passe au niveau de la gorge, voilà, vous pouvez avoir des problèmes. C'est ce qui se passe souvent. Mais ça, c'est la première plante où vraiment vous avez des enfants qu'on appelle les centres antipoisons. C'est vraiment, enfin, c'est cette famille-là. Pas forcément celle-ci. Bon, les euphorbes, hein, Melophobia et Dostyopia, donc c'est aussi des plantes que vous trouvez assez facilement dans les jardins. Là, c'est le lait qui est très caustique. Il paraît que c'est efficace pour éloigner les rats, c'est vrai ça? Oui, c'est la comment ça s'appelle, c'est l'euphorbe épurge. Pardon? L'euphorbe épurge. Elle est grande, elle est beaucoup plus grande que ça. Et c'est vrai que ça éloigne les taupes, voilà, elle est vendue en jardinerie pour éloigner. Mais bon, faites attention quand même parce que le latex est extrêmement caustique. Alors par contre, elle a des propriétés médicinales, c'est-à-dire c'est une herbovérue là, qui permet d'enlever aussi. Non, c'est pas elle, on va la voir, on le verra plus loin, la kélidoine. C'est pas la kélidoine, mais ça a les mêmes propriétés. Vous pouvez traiter vos verrues avec. Et pour l'anecdote, hein, ces euphorbes-là, il existe une espèce en Afrique du Sud qu'on utilise pour marquer le bétail. Elle est tellement caustique que... on peut écrire... Ah ben là, il marque le bétail avec comme au fer rouge. Donc c'est quand même, il y a quand même des... Ouais, bon, c'est pas celle qu'on trouve chez nous. Hein. Voilà. Quand on la casse, elle donne du lait. Oui, elle est blanche. Ouais, et ça c'est caustique. Voilà. Même famille que ce Neophorbiacée aussi, c'est la mercuriale annuelle. Alors là aussi, toujours pareil, si vous en consommez, bon, vous aurez des problèmes digestifs, mais vous n'allez pas en mourir. Voilà. Mais bon, c'est quand même, c'est pas agréable. Voilà. Mais c'est pas une plante extrêmement toxique. Le Sénétion de Jacobé, là aussi vous en trouvez assez souvent dans les jardins. Oui. Donc c'est une plante qui est très riche en alcaloïdes pyrrolizidiniques, donc qui peut vous, c'est très riche, donc qui peut vous altérer le foie.
Donc c'est une Parce qu'on maladie appelle véné- la reine des prés. Ah non, 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 absolument pas. Ça n'a rien à voir. Ah, celle-là. Ah non. Ah non, non, non. La même fleur. Ah non, pas du tout. Non, la reine des prés, elle est blanche, elle n'est pas jaune. Non, non. Et puis c'est pas du tout la même famille. Hein. Si c'est Astéracée, la reine des prés, c'est une rosacée. C'est pas du tout la même famille. Alors celle-là aussi, méfiez-vous. Donc celle-là, elle est vraiment Datura stramonium. La Datura. Ça aussi, vous pouvez la rencontrer dans vos jardins si vous avez, si vous abusez, pesticides, machin. Elle aime bien ces... Non, non, moi j'avais jeté un mélange de fleurs. Et là, il y a un risque de... Et il y en avait dedans. Là, il y a un risque de confusion avec, avec l'épinard sauvage, c'est-à-dire comment ça s'appelle, le Chénopode hirsute, qui est aussi une espèce comestible, bien entendu. Mais alors là, moi j'ai des photos où on les voit l'un à côté de l'autre. Faut se méfier, quoi. Bon, là quand même, elle est un peu molle, elle sent pas très bon, donc c'est vrai, il y a quand même quelques... Elle a des grains noirs. Ben, elle fait une pomme, ce qu'on appelle une pomme épineuse. Hein. Vous la voyez à droite, vous avez les deux fleurs, vous voyez un fruit. Je les ai arrachés au jardin, on en avait dans une des parcelles. Plante des sorcières, ça. Hein. C'est une plante Oui, qui a été utilisée notamment pour dialoguer avec les morts. Quoi. La divination. La divination, sorcellerie, etc. Bon, il y a plusieurs donc dans des Datura, donc Solanacées, donc la même famille que la pomme de terre, la tomate, etc. Donc ça, c'est une famille, il faut faire attention. Il y a autant des comestibles que des extrêmement toxiques. Donc dans la même famille, dans le même groupe ici, vous avez la jusquiame noire, vous avez aussi la mandragore. Oui. Bon, la plante de Harry Potter, hein, qui crie quand on l'arrache. Voilà. Bon, là, la mandragore, vous ne la trouverez jamais en France, puisque c'est l'Afrique du Nord. Mais voilà, ce sont des plantes qu'il faut... Et puis la belladone, Belladonna atropa aussi, que vous pouvez rencontrer aussi. Voilà. Et Belladonna atropa, c'est Belladonna, vous savez d'où ça vient, ce nom Belladonna? Les pupilles dilatées. Belle dame. C'était les Romaines qui mettaient du jus dans les yeux pour faire de la midrias. Voilà. Bon, donc voilà, ce sont des plantes, il faut vraiment s'en méfier. Voilà. Bon, là, Nagaïs arvensis, alors c'est juste pour vous dire, ça c'est le risque de confusion que vous pouvez avoir avec la stellaire. Bon, elle arrive beaucoup plus tard dans l'année, hein. Je pense que c'est plutôt une plante qui est plutôt estivale. Bon, la première chose que vous voyez, c'est la couleur des fleurs. Blanche pour la stellaire. Et là, elle peut être rouge ou bleue pour le mouron rouge. On appelle ça le mouron rouge. Une autre manière aussi de les distinguer, c'est déjà l'arrière des feuilles, vous allez voir des petits points rouges, un peu rougeâtres, que vous ne voyez pas sur la stellaire. Et puis la couleur, elle est beaucoup plus sombre. La stellaire, elle est vraiment d'un vert tendre, caractéristique. Bon, là, je l'ai mis dans les plantes toxiques parce qu'elle est quand même toxique. Hein. Chelidonium majus, qui est la plante des verrues, hein, qu'on utilise. Voilà. Alors la famille du pavot, Papaveracée. Donc, bon, ça, même tout jeune, là, nous, on l'utilisait pour traiter les verrues. Voilà. Mais toxique. Alors c'est une plante qui est toxique crue. Par contre sèche, on peut l'utiliser en tisane. Il y a des propriétés. Elle a perdu cette toxicité liée au lait. C'est le lait qui est toxique. J'avais une question concernant. Oui. Moi j'ai le souvenir quand j'étais petite, j'avais le droit de ramasser toutes les fleurs sauf une. C'était le bouton d'or. Ouais. Et on me disait que c'était toxique. Oui, c'est toxique. Et qu'il fallait Ouais, ce sont aussi toxique. des protoanémonines. C'est-à-dire c'est très âpre, ça peut être très... Alors c'est pas toxique dans le sens que vous allez mourir, c'est pas ça. Mais déjà c'est extrêmement désagréable à manger, quoi. Extrêmement désagréable. Donc ça vous donne la bouche en feu, voilà, vous n'avez pas envie de l'avaler, quoi. Donc,
Voilà. Bon, voilà, donc on passe aux questions et puis après, on ira faire un petit tour dans vos jardins. Oui, oui, allez. En fait, dans le jardin, de plus en plus, je vois de persil qui pousse dans les allées et tout ça, un peu comme une plante sauvage. En fait, on a plein de persil. On va regarder parce que, alors, moi je me méfie beaucoup du persil qui n'a pas été semé. D'accord. Puisque souvent, je dis souvent, là j'ai regardé, ça n'en est pas, hein, donc voilà, mais souvent ça peut être de la petite ciguë. Ah oui, ça fait des espèces comme des petites carottes, là, les petites feuilles. Ouais, donc ça peut, voilà, si vous avez quelque chose, un truc qui ressemble à du persil plat, bien glabre, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de poils du tout, que vous n'avez pas semé, méfiez-vous. Bon, de toute façon, à l'odeur, vous allez voir, parce que le persil, de toute façon, vous le froissez, l'odeur du persil, vous le connaissez. La ciguë, ça sent un peu plutôt le pipi de chat, quoi. C'est pas une odeur extrêmement... Donc là aussi, hein, dans la connaissance des plantes, il faut utiliser un peu tous les sens. Mais ils disent que la kélidoine, elle a des propriétés contre les crampes intestinales. Ou Oui, voilà, mais sèche. Ah, d'accord. Sèche. En tisane. D'accord. Une fois sèche, elle est plus toxique, quoi. C'est des plantes qui... voilà. C'est un peu comme la renoncule. Hein. La renoncule, si vous la séchez, vous n'avez plus cette protoanémone. Bon, par contre, c'est pas une plante intéressante. On ne va pas la consommer. Voilà. Et vous avez des livres à nous conseiller, des références Oui, j'ai beaucoup de livres. Alors après, comment vous... Parce que comme il y a des guides... Moi j'aurais tendance, alors bon, moi je ne vais pas non plus de vous conseiller les livres de François Coupland qui sont vraiment bien faits. Alors les derniers, après je sais plus non, mais moi j'en ai déjà vraiment attaqué, c'est vraiment, ils sont bien, surtout c'est les derniers, parce que les premiers, le problème, il n'y avait pas beaucoup de descriptifs au niveau des plantes. Parce que comme pour les champignons, il y a plein de guides de champignons avec des descriptifs. Moi je connais bien tous les livres de François Coupland. Donc si vous allez sur son site, vous en allez voir plein. Je vous conseille un peu les derniers qui sont vraiment bien parce qu'il y a vraiment une description précise quand même de la plante. Bon, avec une photo, etc. Alors bon, des fois ça ne suffit pas, il faut se méfier des photos aussi. Mais surtout avec les risques de confusion. Et puis à chaque fois il y a une recette, c'est ça qui est intéressant. Donc tout est bien, je trouve que les derniers sont vraiment intéressants. Il fait un gros travail pour encore plus populariser un petit peu ce savoir. Et j'ai une autre question, est-ce que vous connaissez l'application PlanteNet? Oui, alors, moi j'ai pas de smartphone, donc je ne l'ai jamais utilisé. D'accord. Par contre, on s'est amusé au CPE, il y a des gens qui avaient le smartphone à essayer. Alors, moi je le vois, bon, je ne vais pas tarder à acheter un smartphone, parce que j'en aurai besoin pour mon activité. Alors, l'intérêt quelque part, alors, il faut se méfier quand même. Parce que ça donne un certain nombre, bon, vous allez faire la photo de votre plante, machin, donc il va vous donner un certain nombre de possibilités. Ouais, avec le pourcentage. En fait, c'est basé sur les statistiques. Oui, alors il faut faire attention parce que les plantes, si vraiment on veut vraiment identifier des plantes, il faut déjà avoir la fleur, souvent il faut avoir le fruit. Oui. Ouais. C'est très rigoureux, il faut faire très attention. Alors souvent c'est pas facile de les avoir en même temps, enfin bon c'est compliqué. Le plus difficile c'est quand vous avez des jeunes pousses. Là vous avez quand même des risques de confusion qui peuvent être importants. Parce que j'ai l'impression que ça fonctionne bien. Ah bah oui, il y a certaines plantes, il y a certaines plantes. Alors après, vous pouvez le confondre avec le tablier, vous pourriez le confondre aussi avec d'autres plantes qui sont aussi comestibles d'ailleurs, à l'état de jeunes pousses. Voilà. Et fragon, vous Le connaissez fragon, oui, je connais. Et là aussi, les jeunes pousses sont comestibles. Toutes jeunes pousses. Alors après, c'est pas, elles sont un peu amères, hein, donc pour prendre vraiment jeunes. Oui. Il y a beaucoup de pousses. Bon, il y a même des jeunes pousses de plantes qui sont toxiques. Donc voilà, bon, il faut faire la toxicité, c'est quelque chose qui est très. Par exemple, il y a des plantes invasives qui prennent des plantes comme la berce du Caucase, tout ça, ou on peut la manger aussi? Alors, la berce du Caucase, ça c'est une excellente plante comestible, puisque bon, je ne l'ai pas mis dans les plantes du jardin, parce que bon, elle n'est pas courante dans le jardin, mais vous avez notre berce spondyle, hein, Heracleum spondylum, qui est une plante qui est vraiment hyper intéressante parce que tout se mange dans cette plante-là.
Les feuilles, vous pouvez les faire en épinards. Les jeunes inflorescences, vous pouvez les cuisiner comme les brocolis. Et en plus, la racine a à peu près les mêmes propriétés que le ginseng. La racine aussi, on peut le... Ouais. C'est notre ginseng local, on va dire, en termes de immunitaire, renforcement immunitaire, etc. On en a bien besoin en ce moment. Voilà. Donc c'est une plante extrêmement intéressante. Alors elle a un goût assez fort, il faut savoir. Bon, par contre, elle a quand même quelques inconvénients qui est un peu plus renforcé, je dis, dans la berce du Caucase. C'est les furanocoumarines. Ce sont des plantes. Alors la même chose que pour le céleri, vous avez le même problème avec le céleri, le même problème avec le zeste du citron et des oranges. Ce sont des... c'est-à-dire que si vous en aspergez sur les mains, sur les bras, et vous vous exposez au soleil, vous risquez d'avoir des brûlures au deuxième degré. Mais même en la coupant, on a des brûlures. Alors, en la coupant, non, il faut vraiment s'exposer au soleil. Alors il y a eu le coup classique, des gens qui se sont mis à débroussailler la berce du Caucase torse nu en short en une pleine journée d'été. Ils ont terminé la nuit à l'hôpital. Voilà. Mais par contre, elle est comestible. Donc on voit bien que, voilà, c'est pas parce que vous mangez tous du céleri, vous avez du céleri dans votre jardin. Vous avez exactement les mêmes propriétés. Le panais, ça a les mêmes propriétés aussi. Ce sont des plantes à marine qui sont aussi photodynamisantes. Donc c'est pareil, si vous commencez à cueillir, ramasser beaucoup de céleri ou des choses comme ça, prenez des gants, premièrement. Vous faites attention de ne pas vous exposer au soleil après. Moi j'ai une question par rapport au liseron. Oui. C'est assez envahissant. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Non, c'est pas une plante. C'est pas une plante. C'est pas une plante comestible. C'est un petit. Tu peux tirer un peu. Ah bah oui. Il ne va pas tomber plus bas. Il descendra pas plus bas. Non, mais les liserons, voilà. Mais c'est aussi une plante, c'est aussi une plante qui, quand vous en voyez beaucoup dans votre jardin, c'est que c'est quelque part, c'est une plante aussi biodicatrice qui corrige aussi le sol. Alors c'est bien et pas bien aussi, parce que quand vous avez du liseron partout, c'est pas sympa, quoi. Si vous en laissez un petit peu, ça repart tout de suite, quoi. Oui. Bonjour, merci pour votre présentation. En fait, moi, je suis un passionné d'ornithologie. Oui. Et je me suis intéressé un peu aux mauvaises herbes, aux plantes toxiques. Et aujourd'hui, en fait, on se rend compte que, par exemple, dans les populations de chardonneret et les grands, au même titre que le braconnage, la disparition des mauvaises herbes, ça a un effet direct sur la diminution des chardonnerets. Je ne sais pas donc si vous pouvez nous dire quelque chose. Ça, alors ça peut être des effets qui sont, on va dire à rebond, c'est-à-dire que quand vous avez des plantes sauvages dans votre jardin, donc vous avez aussi des insectes, vous avez aussi toute une faune qui est associée, donc une biodiversité qui est extrêmement forte. Et là, c'est vrai que les oiseaux, etc., en profitent au maximum. Alors après, je ne sais plus le chardonneret, je pense que les granivores. C'est ça. C'est plutôt granivore. Donc c'est pareil aussi, ces plantes sauvages aussi sont très riches aussi en certaines des graines, sont très prolifiques. Quand on dit, par exemple, le mouron blanc, que j'ai parlé de la stellaire, on l'appelle le mouron aux oiseaux. Ah, c'est ça. Voilà, oui. Donc voilà, ce sont des plantes qui de toute façon, vont nourrir, je veux dire, une faune. Mais là, j'ai acheté un mélange spécial pour les oiseaux. Tu trouves ça sur internet, tu vois. Tu peux le semer et c'est spécial. D'accord. Voilà, il y a des tournesols, il y a des choses comme ça, donc les oiseaux peuvent venir picorer les graines. D'accord. Spéciaux, pardon. Alors après, faites attention aussi, parce que moi j'ai fait le trou dans mon jardin et il y a certaines plantes, après, qui deviennent un peu envahissantes. Ah oui. Alors il faut savoir si ce sont des annuelles ou si ce sont des vivaces. D'accord, ok. Ouais, parce que tu as toute une liste de mélanges, tu vois. Oui, bien sûr. Tu sais pas ce qu'il y a dedans. Et sinon, la dernière fois, quand je vous ai croisé à la visite, vous m'aviez dit qu'on n'avait pas d'ail des ours. Là, ici, ça ne poussera pas là, quoi. Bon, par contre, alors j'ai acheté des graines, mais est-ce que je peux les planter dans le jardin ou il faut que je fasse des semis vous pouvez essayer, mais bon, c'est une plante. Alors c'est une plante, l'ail des ours, qui aime bien le sous-bois, humide.
D'accord. Donc ça va pas être le cas chez nous. Donc, moi j'ai un super spot dans la forêt de Chantilly. Là en ce moment, je suis en pleine période d'ail des ours. Je me fais des pestos, je congèle, voilà. Donc je fais mes réserves pour l'année. Des pâtes au l'ail de l'ours, c'est super. Des pâtes à l'ail de l'ours. Ah oui. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. On pourrait peut-être voir un peu là, parce qu'il y a pas mal de choses. Ouais, on va regarder, on peut regarder ce que On je peut peux juste vous... sortir par là et voir ce que... Ouais, Et après